Les vraies voix du rugby, 20h-21h, François Trio. Les vraies voix du rugby, c'est l'émission du lundi qui traite de toute l'actu rugby. Au sommaire, Lyon, une belle correction face au Stade Français, de grandes ambitions. On en parlera avec Yann Roubert, le président du Loup, qui sera notre premier invité. 20h20, on parlera de Pro D2, Brive leader, et déjà un œil sur le top 14. David Derrick-Carrère, l'un des entraîneurs brévistes, sera avec nous, donc je le disais, aux alentours de 20h20. Et puis un espion au Leinster, c'est Rabah Slimani, le pilier international français, qui porte désormais les couleurs de la province irlandaise. Ce sera notre grand témoin des vraies voix du rugby à partir de 20h30. Voilà, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On est là, c'est parti pour une heure 100% rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Johan. Bonsoir monsieur. Bien sûr, et bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir monsieur. Bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir François, bonsoir à tous. On a envie un petit peu d'un petit update. Voilà les 3-4 news du jour, si jamais on n'était pas collé à son téléphone. Oui, tu parlais du Loup Rugby avec la présence de son président dans quelques instants sur notre antenne. On a des nouvelles de Théo Millet qui est sorti sur blessure ce week-end. Il sera absent 3 mois. Il est opéré demain d'une fracture de la malléole externe. La FFR, la LNR et Proval ont publié un communiqué de presse aujourd'hui pour s'opposer fermement à la mise en place du carton rouge de 20 minutes. Ils sont donc d'accord avec Yohan Huget. La sortie du week-end, elle nous vient encore une fois de Ronan O'Gara, qui a visiblement du mal à accepter le départ de Georges-Henri Colombe pour Toulouse la saison prochaine. Il a annoncé que le pilier était 4e dans la hiérarchie rochelaise aujourd'hui, et il a également regretté son départ. Je cite: « J'adore Georges, je suis très déçu, mais je dois accepter que le système est trop fort pour moi. » Et puis enfin, il y a de la casse chez les Bleus en ce début de saison. Tulagi et Willem C étaient déjà forfaits, blessés pour une longue durée. Ils ont été rejoints par le Bordelais Nicolas Deporter, victime d'une fracture de la pommette, et de Toulousain Romain Ntamak, victime d'une déchirure au mollet et absent au minimum 3 semaines. Ça fait partie effectivement des mauvaises nouvelles du week-end. Tiens Johan, qui pour remplacer Romain Ntamak, qui visiblement sera forfait au moins pour le premier match, Japon, puis Nouvelle-Zélande, puis Argentine, ça c'est le programme. Qui tu verrais en 10? On va jouer la sécurité, Thomas Ramos en 10? Non, la sécurité voudrait que ce soit Mathieu Jalibert. Si ça en reste à la continuité de la blessure de Romain Ntamak depuis quelques temps, même du croisé, on voudrait que ce soit Mathieu Jalibert, mais on a envie aussi de voir ce que Thomas Ramos peut donner en 10. Philippe, un avis sur la question? Ouais, c'est un éternel débat. Je crois que ce serait peut-être perturbant pour cette équipe de France, parce que dans l'épine dorsale, Thomas Ramos s'est installé en 15, donc ce serait vraiment un choix par défaut, même si il pouvait largement pallier à l'absence de Romain Ntamak. Je crois qu'il faut remplacer poste pour poste, et logiquement ce serait bien sûr Jalibert. Avoir aussi la surprise Berdeux en ce début de saison lyonnais, dont on parlera tout à l'heure avec Yann Roubert, qui peut bénéficier de ça aussi. Oui, Yann Roubert qui est avec nous, le président du Loup. Le Loup, bonsoir Yann. Bonsoir messieurs. Voilà, on va peut-être commencer directement par cette question Yann. Est-ce que Léo Berdeux fera partie des 42? Je ne sais pas s'il y a déjà des indiscrétions, ou en tout cas, est-ce que c'est un scénario que vous avez envisagé? On n'a pas encore d'infos, mais oui, non seulement on l'envisage, mais on le souhaite à Léo. C'est vrai qu'il a fait sa première tournée avec l'équipe de France, c'était extra. Il a porté pour la première fois le maillot bleu, mais il n'a pas eu sa première sélection, donc bien sûr qu'on lui souhaite. Ça serait un problème pour nous, mais un bon problème, parce que ça veut dire qu'on a des joueurs du niveau international. Donc même s'il nous manquera le cas échéant, on lui souhaite de rejoindre l'équipe de France. On verra, mais on n'a pas encore l'info. Ça, c'est plutôt sympa comme réaction. D'habitude, il y a toujours un petit peu de réticence à se dire que les meilleurs joueurs vont rejoindre le 15 de France. Yann Roubert, président du Loup, c'était hier soir une très belle victoire qu'on a vécue en direct sur Sud Radio face au Stade Français. Cavalier seul de ton équipe, on peut peut-être se tutoyer Yann. Et j'imagine que quand même ce début de saison te rassure complètement. Oui, c'est vrai que la préparation avait été bonne. On avait jusqu'à hier, et la blessure de Théo Millet malheureusement plutôt été épargnée par les blessures, à part celle assez conséquente de Beka Saguinadze et de Maxime Gouzou. Sinon c'était que des petits soucis entre guillemets. Donc oui, on voyait que ça sentait bon pendant la préparation. On espérait que ça se concrétise sur le terrain. Ça l'est, pas encore tout à fait assez à mon goût. On a évidemment des regrets, notamment à Vannes. Mais on voit que cette équipe est capable de faire de belles choses. Donc on espère que ça va se concrétiser et surtout se confirmer sur les semaines à venir. Yohan Huget pour Yann Roubert, le président de Lyon, du Loup.
Bonsoir Yann, j'avais juste une question par rapport à la saison passée, un peu ce traumatisme, vous étiez habitué aux phases finales. Le fait de ne pas être qualifié l'année dernière, c'est pour ça que vous êtes allé chercher Jono Gibbs, et quel apport il a maintenant avec ses interventions ? Alors oui, évidemment, ça fait partie de la réflexion. Après, c'est vrai que la saison dernière, elle avait été décevante, frustrante. Avec ça, on avait vu quand même que cette équipe était capable de faire de très belles choses, même si c'était qu'à domicile. Donc on voulait renforcer le staff, et donc ça passait un peu par un renfort de la cellule performance aussi. Et puis Fabien Gegenbacher était venu me voir assez tôt en disant on a un staff qui est jeune, qui est compétent, qui a de l'avenir, mais on a sans doute besoin d'un peu d'expérience, de compétences, de légitimité, de palmarès, et celui qui cochait toutes les cases pour ça, c'était Joe Gibbs. Donc c'est pour ça qu'on l'a rencontré. C'est lui qu'on a vu en premier en se disant oui, on a envie de travailler ensemble. Il pouvait pas venir à plein temps, donc on a été obligé d'inventer un petit peu cette formule, et c'est sûr que son apport il est réel, même s'il n'est pas là à plein temps. Ça n'empêche pas de travailler beaucoup avec nous, donc physiquement quand il est là, et à distance quand il doit être en Nouvelle-Zélande pour ses obligations. Il était là hier soir pour la victoire à Gerland face au Stade français. Philippe Spanghero avec Yann Robert. Oui, bonsoir Yann. Moi j'ai une question par rapport justement à ce staff dont tu viens de parler. C'est vrai qu'on a l'impression quelque part qu'aujourd'hui vous récoltez les fruits de cette confiance renouvelée. On s'est posé la question la saison dernière parce qu'en effet le Loup n'était pas au rendez-vous des attentes. On pensait qu'il allait peut-être avoir un changement un peu radical de staff, et puis à l'image un peu de la section paloise il y a 2 ans, qui a tenu bon, qui a maintenu sa confiance à son staff, à ses jeunes joueurs. On a l'impression aujourd'hui que vous récoltez les fruits. Est-ce que tu es satisfait d'avoir tenu bon, et est-ce que c'est posé la question la saison dernière d'un électrochoc de changement de staff ? Non, elle s'est pas posée, en tout cas pour nous en interne, parce que je les vois travailler au quotidien, ce staff, donc je sais ce dont ils sont capables et je connais leurs compétences. Donc oui, bien sûr, j'ai entendu la pression, mais si je les ai autant défendus la saison dernière, c'est parce que j'ai foi en leur capacité, je les vois travailler et je me dis que le travail va payer, en gros. Donc on s'est dit, notamment en décembre, en janvier l'an dernier, quand ça tanguait un peu, que c'était le moment de rester droit dans ses convictions, de rester droit face au vent, même s'il était parfois un peu contraire, en gros en espérant que ça paye. Ce début de saison me donne raison. Après, j'espère que la suite va le donner aussi, et quand je dis la suite, c'est cette fin de saison aussi, mais je l'espère celles qui viennent, parce que je pense que Fabien, qui arrivait bien sûr de Grenoble et de Pro D2, il a vraiment les compétences avec son staff pour faire de belles choses, quoi. Il y a un objectif sur cette année avec le staff, s'ils remplissent pas, admettons, ils se qualifient pas une nouvelle fois, il y a des objectifs peut-être en interne. Alors l'objectif, oui bien sûr, après c'est pas très original, on est beaucoup à avoir le même, c'est d'avoir de se qualifier pour les phases finales, parce que vous l'avez tous dit, c'est vrai qu'on les a connus, du coup on a envie de les retrouver. Ça nous a fait mal de pas y être l'année dernière, de regarder parfois plutôt en bas que vers le haut, donc bien sûr qu'on n'a pas envie de revivre ça. Quand je dis on, c'est l'ensemble du club, les joueurs bien sûr, le staff aussi, les supporters, les partenaires, tout le monde a envie de tirer dans le même sens, donc bien sûr que l'objectif c'est de retrouver les phases finales. On espère que ça se concrétisera. Après, on voit bien qu'il y a une concurrence qui est assez terrible. Ouais, mais on va s'y frotter avec envie et humilité aussi, parce qu'on n'oublie pas d'où on vient. Il y a un beau symbole aussi, c'est quand même la prolongation de Baptiste Couillou pour une longue durée. Ça fait partie des chantiers qui étaient prioritaires en tant que président. Oui, bien sûr. C'est vrai que Baptiste, je crois qu'à la fin de son contrat, il aura 32 ans, dont 27 passés au rugby. Donc c'est bien sûr un beau symbole. Au-delà d'être un symbole, c'est un vrai Lyonnais et puis c'est un vrai bon joueur. Donc bien sûr que ça faisait partie des priorités, à la fois pour le niveau de jeu et pour l'identité. Je mets un peu dans le même esprit les prolongations de Dylan Cretin, de Félix Lambet, de Thibaut Regard, et puis même s'ils sont plus jeunes et plus récents dans le projet, mais c'est tout aussi important, de Léo Berdeux, de Beka Saguinadze, de Michael Guillard plus récemment, parce que c'est cette ossature, j'en oublie, il y en a beaucoup d'autres avec qui on a envie de construire ce club, en gros, et de le faire grandir, que les individus et l'institution grandissent ensemble. Ouais, Baptiste Couillou, déterminant hier soir. Écoutez, c'était au micro de Sud Radio. Lomapas qui va aller chercher du travail. Parmi
parmi ces gros, qui va repartir avec le départ au ras de Matavesi, qui va soulever pour Couillou, qui va aller marquer l'essai, le 3e essai lyonnais. Magnifique inspiration, signé Sam Matavesi, le talonneur fidjien, qui nous rappelle qu'il est talonneur et aussi fidjien. Il s'est fait la valise tout en vitesse, tout en canne, et il décale Baptiste Couillou. Voilà, Baptiste Couillou déterminant, 2 essais au retour des vestiaires qui ont donné de l'air à votre équipe et qui ont permis donc ce succès large 35-3. On parlait des prolongations. Radradra, c'est impossible parce qu'il est annoncé partant. C'est impossible à prolonger. Non, il n'y a rien d'impossible. On se donne un petit peu de temps, lui comme nous, pour voir si on arrive à faire de grandes choses ensemble. Il montre par séquence qu'il en est capable. En gros, donc ça, c'est la suite de la saison qui nous le dira. C'est pas un problème de masse salariale ou de salary cap, c'est un problème de performance en fait là. Il y a toujours des problèmes de masse salariale et de salary cap. On est toujours contraint à faire des arbitrages. Donc bien sûr, pour Semi comme pour les autres, il faudra qu'on regarde ça. On se donne un petit peu de temps. Bon, et décision à peu près, le temps, c'est sous combien de temps? Décision, ce sera, on va laisser passer ce premier bloc et on verra d'ici la fin de l'année ou tout début 2025. Tu vois. Merci Yann Robert pour ces informations et ces précisions. Je crois qu'Antin, tu avais une petite question. J'ai une petite question pour vous. On a vu pas mal de personnes se prononcer concernant cette nouvelle règle du carton rouge de 20 minutes. Je voulais savoir, votre avis justement sur la question. On a vu qu'aujourd'hui, la FFR, la LNR et Proval ont publié un communiqué de presse pour s'opposer à cette mise en place. Vous, c'est quoi votre avis sur la question ? Ouais, la ville est partagée au sein du rugby français d'une manière générale, Fédé, Ligue, Proval, et même au-delà de ça, plutôt dans l'hémisphère nord, les Anglais pensent comme nous, les Irlandais aussi, si je dis pas de bêtises, sur le fait qu'on parle toujours de protection des joueurs, donc il faut que ça se concrétise, et on a peur que, le carton rouge, ça doit être la sanction suprême et elle doit durer l'ensemble d'un match et pas seulement 20 minutes, quoi, en gros. Yann Robert, merci pour d'avoir été avec nous et puis quand même bravo parce que vous êtes le seul Stéphanois. Vous êtes Stéphanois et vous êtes à Lyon, quoi. C'est ça en fait. C'est pour ça que je parle que de rugby à Lyon. Surtout aujourd'hui, parce que je crois que c'est un jour important pour vous, il me semble. C'est un jour qui va se fêter en famille. C'est votre anniversaire. C'est vrai, ouais. Merci, c'est sympa d'y penser. Effectivement, il y a la raclette familiale. En Savoie, c'est comme ça que ça se passe. Allez, merci 1000 fois. Allez, bon anniversaire. Merci Yann Robert d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Au revoir. Dans un instant, on va se retrouver pour parler de Pro D2. Tiens, on va parler de Brive avec David Derrick-Carrère, qu'on a connu bien sûr en top 14, qu'on a connu avec les moins de 20 et qui est aujourd'hui donc aux côtés de Pierre-Henri Bronkamp pour piloter Brive, leader de Pro D2. Vous nous appelez au 0826 300 300, les vraies voix du rugby. C'est le lundi. Sud Radio. Les vraies voix du rugby, Yoann Huget, Philippe Spanghero et vous bien sûr au 0826 300 300 pour parler de toute l'actualité du rugby avec un petit peu de recul. On est lundi soir, on est là jusqu'à 21h et bien sûr pendant ce temps vous pouvez jouer avec nous sur sudradio.fr pour gagner le droit d'aller à la rencontre de Antoine Dupont et de gagner son maillot dédicacé sudradio.fr et le mot de passe du jour. Peut-être que tu l'as, toi. En fait, tu vas nous le donner, Quentin, parce que j'ai un petit trou. C'est à moi de le donner. Non, ouais, mais c'est rugby. C'était quand même hyper difficile. Mot de passe rugby. Sudradio.fr, voilà, pour jouer au jeu Antoine Dupont. Avec nous donc, aujourd'hui, on va parler de Brive. Voilà, seul leader de Pro D2 et qui doit déjà avoir un petit œil sur le top 14. Pour en parler, David Derrick-Carrère, qu'on en accueille sur Sud Radio, entraîneur du CA Briviste. Bonsoir, David. Bonsoir Philippe, bonsoir Yoann. Salut David. Salut David. Merci d'être avec nous. Satisfait de ce début de saison parce qu'il y a la place de leader, mais il y a eu des défaites très courtes. Il y a eu une victoire à l'extérieur à Soyaux également très courte. Est-ce que ça y est, ce deuxième bloc est celui qui va vous lancer et vers plus de constance? Oui, tu l'as dit, c'est le début de saison. Donc, évidemment qu'on aurait aimé faire de meilleurs résultats, que ce soit à Nevers ou à Mont-de-Marsan. Bon, maintenant, les choses se mettent en place doucement. On essaie de construire un peu l'équipe, un peu le plan de jeu, parce que tu sais très bien que ce championnat,
c'est un marathon, c'est très long et c'est sur la durée que la différence va se faire, quoi. Johan, pour David Carrère. David, qu'on appelle on sait tous plus. Dari. Mais est-ce que vous êtes comptablement dans ce que vous êtes fixé? On sait que voilà, on fait en phase un peu le premier bloc et le deuxième. Est-ce que toi, vous êtes content déjà comptablement de ce que vous faites? Comme tu dis, c'est le début de saison. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais en tout cas, est-ce que vous êtes dans les clous? Ouais, comptablement, on peut pas dire. T'aimerais avoir toujours plus. Aujourd'hui, voilà, après 6 matchs, voilà, on est à égalité. On est sorti 3 fois. On a reçu 3 fois. Et sur ce schéma-là, on est aujourd'hui premier, même si ça reste très fragile, puisque toutes les équipes se tiennent de près. Mais on aimerait toujours mieux. On est toujours les éternels insatisfaits, vous le savez. Donc oui, on aimerait mieux faire, mais pour l'instant, c'est pas si mal non plus. Cette victoire contre Biarritz était pas mal parce qu'il venait avec des ambitions et c'était un concurrent pour l'instant direct à la qualification. Ouais, on a reçu Oyonnax, le premier match qui aussi a des ambitions destin au top 14. On a reçu Biarritz la semaine dernière, le premier qui venait aussi avec des intentions, vraiment pour se tester. On a fait un match sérieux, on va dire, solide, avec énormément d'efficacité, pas mal de déchets dans le mouvement offensif, mais comme on exhorte aussi les joueurs à tenter et à essayer des choses, quand tu sais très bien que quand tu essayes beaucoup de choses, il y a du déchet. Donc il faut l'accepter et continuer. Et l'apport de Lowes dans le collectif aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux... Courtney Lowes, pardon. Non, Courtney, c'est entre guillemets, c'est un boss, quoi. C'est un boss, c'est un joueur avec une expérience extraordinaire qui est d'un professionnalisme, qui s'entraîne vraiment comme les autres, voire plus que les autres, qui parle pas beaucoup, mais évidemment quand il parle, tout le monde l'écoute, donc il est pertinent dans ce qu'il fait. Et pour l'instant, il est performant. On aurait pu penser qu'il vienne à la maison de retraite, mais c'est le contraire qui se produit. Et l'engagement du garçon, que ce soit psychologiquement ou physiquement, est vraiment exceptionnel. Philippe Spanghero. Ouais, Dari, écoute, moi j'ai une question par rapport à ta découverte de ce nouveau championnat de Pro D2. Est-ce que tu vois une différence ou des différences majeures en gestion de saison entre le Pro D2 et le Top 14, et si oui, lesquelles? Ouais, je vais te répondre de la façon la plus simple, c'est le calendrier, tout simplement. T'as des blocs de 5 matchs avec une semaine de coupure, après t'as un rebloc de 6 matchs avec une semaine de coupure, t'as 15 jours à Noël, voilà, top 14, t'as pas ça. C'est magnifique. T'as pas ça, c'est tous les week-ends. Oui, c'est magnifique et en même temps, moi qui viens d'en haut, des fois ça me manque de pas enchaîner sur des compétitions et continuer à faire progresser mon équipe. Mais ça les régénère aussi, c'est très bien. Des fois, c'est un peu piégeux quand tu rentres d'une semaine de vacances parce que c'est difficile de s'y remettre, ou quand tu joues à l'extérieur, le dernier match avant les vacances, c'est aussi compliqué. Donc il faut aussi gérer tout ça, mais ça n'a rien à voir sur l'intensité physique des matchs de top 14 à répétition et des matchs de Coupe d'Europe à répétition, ça c'est sûr. Bon, quand tu as quand tu as un dimanche de libre entre deux blocs, tu vas voir ton fils Léon qui joue à Clermont? Ça tombe bien, entre guillemets, mais on s'entraîne le dimanche, François. Tu vois, juste après la messe et le poulet, on part à l'entraînement. Non, mais pour moi, comme Léon joue le samedi, j'essaie d'y aller le maximum de fois, le voir jouer, parce que j'étais frustré l'an dernier parce que j'ai pas pu le voir aussi souvent que j'aurais aimé. Mais c'est une porte qui est sympa pour moi. Ouais. Et justement la relation, parce que forcément il y a au-delà de la relation père-fils, mais il y a quand même une dimension technique quand même entre vous deux. Tu fais des débriefs précis ou ça reste souvent c'est plus le papa ou plus le coach? Bon, il y a des deux. T'es obligé d'avoir un peu des deux, d'avoir de l'empathie quand il perd. Bon, après
je le ménage pas non plus. Hein. Je le ménage pas non plus. C'est des débriefs à lui avec des petits débriefs vidéo, même si c'est très rare. Non, je le laisse tranquille. Il vit sa vie, mais je pense que mon avis compte aussi pour lui. Est-ce qu'il est demandeur aussi? Il y a cet échange parce que c'est difficile que ce soit unilatéral. Ouais, évidemment, mais ça lui arrive de me demander. Ça lui arrive, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Bon, des petits points. Tiens, toi on est d'accord que c'est toi qui as lancé avec Serge Millaz, vous avez lancé Antoine Dupont en pro. On est d'accord quand tu étais à Castres. Oui, bah, il n'était pas majeur. Il avait pas sur un match de Coupe d'Europe, c'est ça? Match de Coupe d'Europe. Ah, exactement. On avait demandé une dérogation, je me rappelle à l'époque. Je me souviens. À la DTN, parce qu'il avait 18 ans, 15 jours après, on avait demandé une dérogation pour qu'il joue contre les Harlequins en Coupe d'Europe, et il nous avait accordé la dérogation, et il était rentré 20 minutes, et il a mis la misère à Dani Carr. Oui, qui s'en souvient encore et qui en a parlé. Est-ce que toi, t'as vu son retour, et est-ce que quand tu le vois revenir là et marquer 3 essais comme il le marque, ça te surprend, sa progression par rapport à ce que tu avais vu du phénomène au tout début? C'était déjà un phénomène. Après, il a grandi, évidemment. Il a grandi physiquement, tactiquement, techniquement. Il s'est nourri aussi de tous les coachs qu'il a eu. Il s'est nourri aussi de la concurrence qu'il a eu à côté. Je pense notamment à Rory, qu'il a beaucoup fait bosser. D'ailleurs, ça l'a beaucoup fait enrager par moment. Mais c'est un garçon, c'est exceptionnel. Je pense qu'on mesure pas encore dans le rugby français le joueur qu'on a dans notre championnat, le meilleur joueur du monde qui est français, qui est pas si vieux que ça, et qui, toute génération confondue, je pense, on a rarement vu ça d'un joueur de rugby français, quoi. Ouais, 3 essais, Johan, quand même. Antoine Dupont, te surpris, toi, de voir son état de forme? On n'a pas l'impression qu'il y a eu une petite seconde d'adaptation, c'est-à-dire qu'il est revenu comme les 150 jours avant. Oui, alors on regarde les essais, c'est très bien. Il nous a fait du Antoine Dupont, intérieur, mise à l'intérieur, un départ au ras et un petit sprint pour clôturer tout ça. Il aurait pu en marquer un 4e si. Oui, bien sûr, mais après on l'a senti. Si on est un peu, on rentre dans le détail sur des choix de jeu, il cherchait quand même son 10 2 ou 3 fois. Il va lui falloir du temps où là c'est 3 essais, on occulte de trois petites il en coûte un aussi, non? Il en coûte un moment. Je ne me prononcerai pas. Non, je sais pas, Yoann, dis-moi. Non, je ne me prononcerai pas, mais c'est pour ça que je dis, si on enlève les 3 essais qui marquent en 15 minutes, on sent qu'il a encore des repères collectifs à prendre, mais physiquement il est présent. Ouais, David, tu mets quelle note à Johan coach? Johan, pour moi, il a toujours eu 10 sur 10. C'est un bon élève. Mais puis il y a la culture toulousaine quand même, parce que il a fait des clubs d'Harry et les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais bon, il est quand même biberonné à la culture toulousaine, donc il y a des affinités. C'est pas faux. Passé en 93, 94. Ouais. Voilà. Ça remontait. T'es champion en 94. Ouais, en costard, mais champion quand même. Oui, mais enfin, tu fais la saison quand vous gagnez contre Clermont après en 94. Oui. J'essaie d'amener un peu de culture de rugby à l'équipe, parce que il y a tellement les débats d'habitude. C'est un jeune à l'époque qui m'avait remplacé, qui s'appelait Thomas Castagnez. Carrière après. Oui, qui avait des cannes un petit peu. Une petite carrière. Et non, puis surtout, tu rappelles aussi ces faits, parce que c'était face à Clermont et qu'on a Enzo, notre stagiaire, qui est supporter de Clermont. Donc dès qu'on peut lui mettre une petite pièce sur Clermont, on n'hésite pas. Voilà, en tout cas. Autant te dire qu'il n'en prend pas trop en ce moment. Tiens, ton regard sur l'actu, David Darry-Carrère, sur les blessures du week-end. D'abord, il y a eu de graves blessures qui vont faire défaut au 15 de France. Romain Tamac, Nicolas Deporter. Tiens, pour remplacer Romain Tamac, tu verrais qui, toi? Plutôt Jalibert et son état de forme actuel, ou plutôt la sécurité, entre guillemets, avec Ramos? Ouais, je pense que les deux vont postuler. Thomas, il a la chance de pouvoir jouer à l'arrière aussi, donc ils peuvent switcher entre le 10 et le 15. Ils aiment bien ce schéma-là en équipe de France.
Ouais, maintenant, l'équipe en forme, c'est quand même l'UBB. Le joueur en forme, c'est aussi Mathieu Jalibert. Après, voilà, les confrontations seront pas celles du top 14. Il faudra s'employer beaucoup plus. Mais pour l'instant, ouais, c'est eux les principaux favoris. Ouais. Dernière petite question avant de te laisser et avant d'accueillir Rabah Slimani qui sera notre prochain invité. Juste un objectif personnel, toi, avec Brive, parce que quand on regarde ton palmarès, il y a eu des défaites en finale. Voilà, est-ce que c'est ton but, c'est d'aller au bout avec Brive cette année? Son but, c'est de pas en finale, c'est ce que tu veux dire? Non, je demande. Est-ce que c'est un challenge perso, vraiment envie d'accrocher un titre à ton palmarès d'entraîneur en club? Ouais, évidemment que tu as envie de gagner des titres et d'être récompensé par ton travail. Maintenant, je sais où j'ai mis les pieds. J'ai mis les pieds dans un club qui a beaucoup d'ambition, qui s'est énormément structuré avec des grosses infrastructures, avec 13 000 personnes de moyenne par match. Voilà, c'est quand même un club qui a beaucoup d'ambition. J'aime ça et j'ai relevé ce challenge-là justement pour être champion et pour monter. Maintenant, on sait très bien que ce championnat est long et dur. Donc voilà, il faut continuer à travailler pour espérer récolter les fruits de ce travail, quoi. Merci David d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Nos amitiés à Pierre-Henri Broncan, bien sûr, et suite de la saison que l'on suit sur Sud Radio, la Pro D2, ce championnat qui est haletant. Voilà, merci beaucoup. Salut Dari. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler, on va voyager un petit peu. On va aller à Dublin, retrouver Rabah Slimani. Restez avec nous sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix du rugby. 20h-21h. François Trio. Avec vous les amoureux du rugby, lundi soir, les vraies voix du rugby, Yoann Huget, Philippe Songuero, on est tous là pour parler rugby, aussi pour nous évader et accueillir notre grand témoin du soir, c'est Rabah Slimani. Salut Rabah. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Je te présente pas Yoann, je crois que vous êtes un petit peu fréquenté sous le maillot de l'équipe de France. Hein, on s'est côtoyé quelques fois, oui. Ouais. Et alors, les ailiers, ça se passait bien, toi, avec les trois quarts, Rabah? Ah non, il trichait tout le temps en mêlée, donc il t'en était repris par les arbitres internationaux. Ouais, bah, il lui en voulait un peu. Voilà, c'était. Voilà. Mais enfin, en tout cas, Rabah, c'était une des surprises de l'intersaison. Te voir partir au Leinster, quand même, cette province. T'es plus un jeune premier, quoi. T'as quel âge là? 35 ans? Vendredi. Ah, vendredi. 35 ans vendredi. Ouais. Eh ben, écoute, voilà, 34 et donc voilà, presque 35. Et quelques mois. Et l'une des surprises de l'intersaison, c'est de te voir partir au Leinster. C'est un choix que, après avoir passé bien sûr du temps au Stade Français, champion en 2015, Clermont de 2017 à 2024, et donc ce choix chez quand même la grosse cylindrée irlandaise. Ça s'est passé comment? Ça a été assez rapide, surtout compliqué, c'est que moi je devais rester normalement à Clermont en tant qu'entraîneur. Au fur et à mesure de la saison, on a discuté avec Christophe pour continuer une saison de plus, mais je pense qu'on n'a pas su se comprendre sur cette saison-là, et arrivé en fin de saison, le Leinster s'est proposé pour nous faire continuer à jouer, et voilà, des équipes comme celle-ci, je pense que ça arrive qu'une seule fois, j'allais dire, dans une vie. Je pense qu'ils n'ont pas trop regardé mon âge non plus, donc c'est que ça leur allait très bien. Et voilà, c'est des choses aussi qu'on peut pas refuser. Ça veut dire que quand même tes opposants irlandais ont dû en parler à leur entraîneur quand même, ceux qui t'affrontaient en mêlée depuis des années. Je pense aussi, parce que quand je suis arrivé dans cette équipe, il y a pas mal de mecs contre qui j'ai pu jouer, donc voilà, je ne vais pas dire entre guillemets je les connais, mais on s'est déjà fréquenté de temps en temps. Vous êtes déjà reniflé. Philippe Spanghero, une question peut-être pour Rabah Slimani.
Ouais, Rabat, salut. Écoute, t'arrives dans une des plus grosses écuries du monde d'un point de vue des clubs. On parle souvent des différences qui existent entre le rugby français et ce rugby irlandais, enfin le rugby britannique, grosso modo, où on dit qu'il joue moins, qu'en dehors de la Champions Cup, il néglige un peu le championnat domestique, enfin l'URC maintenant. Quel est ton regard, toi, là-dessus, qui le vit de l'intérieur aujourd'hui, sur cette différence majeure, a priori, de temps de jeu et de facilité que peuvent avoir les Irlandais dans leur saison régulière? Moi, j'ai un peu le même avis que vous avant d'arriver ici. C'est-à-dire, les Irlandais jouent pas beaucoup le championnat et ils se focalisent sur la Coupe d'Europe. Mais je me suis rendu compte qu'au final, le Leinster, c'est quasiment 50 joueurs qui peuvent, entre guillemets, remplacer même les internationaux. C'est-à-dire que quand ils font, entre guillemets, tourner leur équipe, les plus jeunes sont prêts à jouer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné aussi. Et, euh, et Léo, je pense que son management, c'est aussi beaucoup de mixer entre les internationaux et les autres joueurs. Et ça crée un peu je veux dire, cette osmose, la mayonnaise qui prend dans l'équipe pour pouvoir jouer ces matchs du RC. Et, j'ai envie de dire, pour l'équipe du RC qui joue pas le jeu, pour le moment, on est à 4 matchs et 4 victoires. Donc, c'est que ça compte quand même pour eux. Leader de l'URC. Il y avait un choc ce week-end à Dublin, c'était Leinster-Munster. 82 000 personnes, c'était à Croke Park. Tu n'étais pas dans les 23, hein, voilà, t'es blessé ou choix de l'entraîneur, le fameux choix de l'entraîneur? Non, choix de l'entraîneur parce que il m'a expliqué un petit peu. C'est les plans qu'il avait ici. Ils ont pas mal de entre guillemets de plans. Chaque joueur sait quand est-ce qu'il va jouer, quand est-ce qu'il va pas jouer. Moi, il m'avait prévenu que je jouerais pas ce match-là, mais que je jouerais les prochains. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça enlève aussi cette frustration au dernier moment de savoir si tu joues pas le week-end. Moi, ce qui m'a marqué ici aussi, c'est que le lundi, quand tu arrives au club, il te dit de suite si tu joues pas. Donc tu sais dès le lundi si tu joues ou pas. Et du coup, tu peux préparer la semaine, bien préparer la semaine, si tu joues, si tu joues pas, si tu joues pas. Jack Neighbor, l'entraîneur sud-africain, nous prend souvent à part et nous explique que c'est pas une punition. Si on joue pas ce week-end-là, il y a la chance de jouer la semaine prochaine. Donc on prépare déjà pendant cette semaine-là, la semaine prochaine. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière. C'est que je savais que je jouais pas le Munster, mais on m'avait prévenu que je jouerais le Connard qui se joue samedi. Donc on a commencé déjà à préparer le match suivant. Johan, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que nous raconte Rabat? Quand tu dis que Jack Neighbor t'explique tout ça, il te l'explique en quelle langue exactement? Là, il parle anglais avec un accent sud-africain, mais il parle C'est très facile anglais. pour toi alors. Hein? Ouais. C'est bon, t'es bilingue? Et moi, je parle très bien anglais, moi. I speak English. Donc t'es sûr qu'il t'a expliqué ça? Donc non, mais c'est pour être sûr avec toi qui. Après, je suis pas tout seul dans l'équipe, donc du coup, si je comprends pas, les autres m'expliquent. Et c'est ce qu'il explique. Non, pour revenir un peu sérieusement, on sait que nous on est des latins, donc au bout d'un moment on sort un peu du système de jeu. On sait le Leinster pour sa précision dans les phases de jeu, que ce soit jusqu'à la 10e phase de jeu. Comment tu as appréhendé ça sur ta venue au Leinster? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est compliqué? Parce que je sais que chacun a son poste, chacun a sa tâche, et il n'y a pas de place non plus pour l'improvisation. Exactement, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Moi, les premiers contacts que j'ai eus avec Léo, il a été direct avec moi. Il m'a dit déjà pour les entraînements, ça dure pas trop longtemps. Par contre, c'est tout le temps intense. Et c'est vrai que du lundi jusqu'au jeudi, c'est tout le temps intense. Ça va à 10 000 tout le temps. Et c'est sûr qu'au début, j'ai envie de dire, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore tout le monde. Donc c'était des petits groupes. Donc j'ai eu le temps un petit peu de m'adapter. Mais c'est sûr que les 2 premières semaines, pour moi, ça allait très vite parce que j'avais pas l'habitude de courir autant et sur un entraînement. Mais voilà, maintenant je suis habitué et comme tu dis, chacun a sa tâche et ça c'est bien aussi. Un pilier droit, ils vont pas aller le faire courir jusqu'au bout du terrain pour le faire revenir, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, moi j'ai une tâche définie, chacun a sa tâche et voilà, c'est un peu je veux dire, on récite beaucoup. Après, comme tu dis, il n'y a pas de place d'improvisation. Il y en a quand même un petit peu, mais après, c'est sûr qu'ils récitent beaucoup leur jeu.
Philippe, pour Rabat Slimani depuis Dublin, dans son salon. Ouais, Rabat, par rapport à ce lien qui existe fort entre la Fédé et le sélectionneur national et les provinces, on sait que c'est assez fort en Irlande. On dit que le projet de jeu est travaillé en commun entre les entraîneurs des provinces et le sélectionneur national. Est-ce que tu le ressens, toi, très concrètement, ça, ce côté descendant de la vision de l'équipe nationale qui découle dans les provinces? Ouais, je pense que oui, parce que le retour il y a 2 semaines, on a joué en Italie. Je pense que ça a été aussi un choix de faire jouer tous les internationaux d'un coup, parce que je pense qu'ils préparent déjà la tournée de novembre. Donc là, je pense qu'ils vont jouer un maximum avant de partir. Je pense que ça vient aussi de la Fédé. Et c'est là où je me dis qu'ils sont pas numéro 1 mondial pour rien, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup aussi que la Fédé puisse entre guillemets gérer ses internationaux un peu comme elle le souhaite. Ouais, elle a la même mise sur le temps de jeu. Mais c'est eux qui payent, donc c'est normal. Ouais, voilà. Non, c'est pas que qui paye, hein. Je pense que c'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout oui, le temps de jeu. Si tes joueurs, la Fédé pense que il n'est pas enfin, je sais pas, il est fatigué ou il se sent pas bien. Je pense qu'ils en parleront avec le coach. Je sais pas si ça marche comme ça en France, mais en tout cas ici c'est la fédération qui gère un peu tout, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur, Rabat Slimani, pour s'adapter? C'est s'adapter aux changements sportifs. À 35 ans, tu avais plein d'habitudes dans le top 14, donc tu nous as expliqué ce rythme, ou le changement dans la vie courante de tous les jours en dehors du terrain? Non, je pense que le plus dur, ça a été en dehors du terrain. Parce que le rugby, c'est quelque chose que je connais. J'allais dire, la langue, j'ai pu apprendre l'anglais aussi pendant toutes mes années de rugby avec les nombreux étrangers qui ont joué avec qui j'ai pu jouer dans les équipes. Mais les termes rugby, je les connaissais, donc c'est plus facile. C'est ensuite la vie en dehors. C'est plus compliqué. On a eu 1 mois pour se loger, pour trouver une école pour notre fille. Voilà, il a fallu vite s'adapter. Et ça a été assez compliqué le premier mois. Et voilà, maintenant on a trouvé notre rythme. Et franchement, on est très content. Tu habites dans Dublin? Au sud de Dublin, pas très loin du centre d'entraînement. On s'entraîne à l'université. Le centre d'entraînement est dans une université et c'est au sud de Dublin. T'as quelques repères là-bas. Et la dernière fois que t'as vu le soleil? Vous rigolez, mais franchement, j'ai plus vu le soleil que la pluie ici pour le moment. Ah oui. Est-ce qu'il y a toujours les photos? Est-ce qu'il y a toujours les photos de la huge à Temple Bar? Ah ben voilà. J'y suis pas encore allé, donc quand j'irai, je te le dirai. Au café en Seine, il y a les photos de la huge qui dansent ou pas? Demande à Rabat, je sortais jamais. Ah, très sérieux la huge. Comment le Leinster, qui on le rappelle, l'a emporté quand même face au Munster 26-12, je crois qu'il y avait 26-5 à la mi-temps, c'était donc samedi devant 82 000 spectateurs à Croke Park, mais comment le Leinster a, on va dire, vit la défaite de la Champions Cup, de la finale contre Toulouse? Est-ce qu'elle a laissé une trace? Et est-ce qu'il y a des choses des erreurs qu'ils ne veulent pas commettre cette saison? Parce qu'on rappelle aussi que l'an dernier, ils ont terminé 3e de la phase régulière, ils ont été éliminés en demi-finale. Donc c'était pas une année très aboutie pour le Leinster l'an dernier. Et étonnamment, ils en parlent pas trop. Ils en parlent pas, je pense, quand on arrivera plus vers la Coupe d'Europe, mais on en a parlé c'est Jack Neighbor qui en a parlé au début de saison. Il a parlé justement de la défaite contre Toulouse en finale, la demi-finale contre les Bulls là-bas en Afrique du Sud. Mais étonnamment, ils ont pas parlé. Après, je pense que ça les a marqués aussi parce que c'était la 4e finale de suite. Eux, je pense qu'ils se voyaient gagner, hein, forcément. Ils ont passé une saison en Champions Cup assez exceptionnelle et je pense que ça leur a un peu fait mal, surtout que des fois, franchement, je préfère, comme je le dis, je préfère encore prendre une raclée sur un match plutôt que de perdre de très peu. Là, ça a été jusqu'en
jusqu'aux prolongations. Je pense que ça serait encore pire de perdre comme ça. Donc, je pense que ça les a marqués et je pense qu'ils seront assez revanchards cette année. Bon, ils nous ont prouvé déjà qu'ils avaient le caractère pour revenir. Après, moi, je pense que la défaite contre La Rochelle est encore plus cruelle que celle face à Toulouse. Je pense aussi, exactement. Ouais, en la dernière minute, là, quand ils marquent l'essai, c'est encore plus cruel. Alors qu'ils sont devant durant quasiment 60 minutes. Je pense que justement, Toulouse, ils sont allés aux prolongations, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais je pense que le match le plus dur pour eux psychologiquement, c'est celui de La Rochelle qu'ils doivent jamais perdre. À Dublin, puisqu'il y avait eu La Rochelle à Marseille. Là aussi, ça s'était joué à pas grand-chose. Qu'est-ce que tu vas pouvoir... t'es un peu un espion, là, quand même, face à l'ennemi du tournoi de destination. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner comme info à William Servat pour la mêlée irlandaise, au 15 de France qui va bientôt se réunir? Je sais pas si certains copains m'appellent, je leur donne quelques petits tuyaux, mais j'ai mon copain Laurent Santerre aussi, avec qui je suis souvent en contact aussi, et on en parle de temps en temps, mais quand ça viendra, je sais, si je peux l'aider, je l'aiderai. T'as beau avoir les tuyaux, ils sont durs à prendre quand même. Ils sont durs à prendre, c'est vrai qu'ils sont costauds. Voilà, ouais. Sur l'entraînement et la dimension physique, c'est quoi la différence entre ce que tu as connu en top 14 et ce que tu vis là avec le Leinster? Il n'y a pas eu de prépa physique pure et dure, il n'y avait pas eu de course, tout était dans le rugby. C'est ce que je disais, les 2-3 premières semaines, là où j'ai dû m'adapter, c'est qu'il n'y avait pas des courses bêtes et méchantes où on doit faire des longueurs. Tout est dans le rugby. Par contre, ça a été du rugby assez intense, et ça m'a beaucoup changé aussi. Et j'ai eu une bonne surprise aussi, c'est que ici, à partir de 32 ans, il n'y a pas de bronchotest. Donc ça a été une belle surprise pour moi aussi. Donc il n'y a pas de test physique pour les vieux. Donc ça, c'est bien. Ah ouais, t'es épargné de tests physiques. Exactement ça, et ça a été une très très belle surprise. Attends, dis pas ça, Johan va vouloir reprendre sa carrière, hein. Il va vouloir sortir de sa retraite. Non, c'est franchement ça a changé beaucoup. Il n'y a pas de grosse prépa physique. Par contre, les entraînements sont très très intenses. L'intensité et la durée, tu peux nous dire? C'était pas très long. Qu'est-ce que tu appelles pas très long? Moins de 45 avec échauffement Allez, franchement, c'est 45, 50 max. Et tout est bouclé. Même la mêlée? Après, non, justement, après, on fait, ça c'est toujours à part. Tu sais comment ça marche. Tu veux dire que le vrai entraînement commence après, quoi? Ouais, exactement. Non, c'est que l'entraînement des 3/4 fait 50 minutes et après, il y a les avants qui bossent. Mais... t'avais qu'à pas manger quand t'étais petit. Ça m'a bien aidé pour plus de voir après. Quentin, une petite question pour Rabat Slimani. Bonsoir. Alors on sait que tu viens de la région parisienne. Forcément, tu dois suivre un petit peu ce qui se passe du côté du Stade Français. Avec, il y a plus d'entraîneur de la mêlée. Là, c'est Aloémile qui a repris un petit peu ça. Il y a tout ce qui se passe là avec les avants. Est-ce que tu regardes ça toi de ton côté aussi c'est toi ton regard sur la situation là? J'ai suivi un peu ça, parce que je reçois toujours les alertes. Non, c'est sûr que c'est surprenant, ça arrive, j'allais dire dès le début de la saison, donc forcément ça surprend un peu tout le monde. Une équipe qui a fini demi-finaliste la saison passée, pour moi, elle peut pas non plus être devenue nulle du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais je sais pas si c'est les bonnes méthodes de virer les entraîneurs comme ça au bout de 4 journées. Il y a rien qui est fait sur 4 journées. On le sait très bien. Et moi qui connais entre guillemets le Stade Français, il a toujours su revenir. Je sais pas comment, mais il a toujours su revenir. Donc moi je m'inquiète pas pour eux parce qu'ils sauront dire. Après c'est sûr que ça rajoute des difficultés en plus. Est-ce que tu as coché, Rabat, la date du 14 décembre? Oui. C'est quoi? Noël. C'est le match contre Clermont. Non, c'est le match contre Clermont. Non, cocher, non, mais c'est fou parce que j'en avais parlé avec certains collègues de Clermont en leur disant que quand je suis parti de là-bas, avec la chance que je retomberais sur eux en Coupe d'Europe. Et voilà. J'ai reçu plusieurs messages quand les poules sont tombées, c'est tombé sur Clermont. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Après c'est cool de même pas un an après de retrouver mon ancien club. Donc ça va être
Ça va être sympa. Dans la hiérarchie, pardon, tu te situes comment? Ils vous l'ont dit déjà? Il y a toujours les internationaux qui sont devant, ça c'est sûr et certain. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la Fédé. Après, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Et c'est encore Jack Nebar qui le disait. Il a dit, il n'y a pas de numéro 1 ou de numéro 2 ou numéro 3. Il dit, le numéro 1, c'est l'équipe. Donc, on choisira les joueurs en fonction des équipes qu'on joue. Fais pas. Non, tu sais très bien qu'il y a un mec qui joue les gros matchs. Ah, mais c'est sûr. Et après, tu as des remplaçants. Et même Ronan O'Gara a dit il a 4 piliers droits. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Et c'est un Irlandais. Les internationaux seront numéro 1. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Après, le reste, comme il choisit en fonction des équipes qu'on joue. C'est ce qu'il nous a dit. D'accord. Bon, écoute Rabat, on était très heureux d'être avec toi ce soir moi aussi. et depuis Dublin. On te souhaite une bonne saison. D'abord un beau match au Connacht le week-end prochain, samedi prochain. Ouais. Et puis toujours sympa d'aller là-bas. Et puis ensuite la Coupe d'Europe, bien sûr. On n'hésitera pas à te joindre après ce match face à Clermont le 14 décembre. Voilà, merci Rabat et bonne soirée. À Dublin où il fait beau. C'est vraiment le dérèglement climatique. Ouais. Allez, merci. À très bientôt. Bonsoir à vous. Allez, la vraie voix du rugby continue. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est les 5 dernières minutes des vraies voix du rugby. Philippe Spanghero, Yoann Huget. Sympa quand même ce petit témoignage, Philippe. Je sais pas ce que tu en penses là de Rabat à Dublin. C'est vrai que on sent qu'il est heureux de vivre cette expérience. Ouais, mais c'est une superbe fin de carrière. Honnêtement, vivre cette expérience, il a connu quand même des très grands moments, des titres, des grands clubs, le Stade Français, Clermont, et finir là dans cette machine de guerre qu'est le Leinster, c'est beau. Et puis c'est bien, je trouve, qu'il ait une sortie à la hauteur de ce qu'il a été. Ça a quand même été un des grands piliers de notre 15 de France. Maxime est avec nous. Il nous a appelé au 0826 300 300. On est heureux d'avoir Maxime avec nous, supporter de Clermont. C'était sympa d'entendre Rabat Slimani depuis Dublin. Ah bah bien sûr, ça fait plaisir pour lui. Je veux dire, c'est clair comme vous l'avez très bien signalé, il a une très très belle carrière, donc non, ça fait plaisir à lui. Et en plus, il a pu jouer en équipe de France avec Yoann Huget, donc c'est vrai qu'il a eu un peu la carrière rêvée. Clermont battu, on va dire balayé quand même à Toulouse. Ça t'inquiète ou pas, Maxime ? Oh là oui. Pour vous dire, en fait, je suis passé par plusieurs émotions. À la fin, au début, pendant le match, j'étais triste de la prestation et même à la fin du match. Et puis le lendemain, c'était un peu de la colère parce que, à force, avec le temps, on commence un peu à avoir honte en tant que supporter et on commence vraiment à se poser beaucoup de questions. Oui, à la fois, quand même, Toulouse a mis 60 points à l'UBB en finale du championnat, donc c'est peut-être Toulouse qui est un petit peu sur une autre planète là. Bien sûr, on n'a rien à remettre en question à Toulouse. Je veux dire, on l'a très bien vu avec l'arrivée du Dupont et lorsqu'il est rentré à la 60e. Non, ça c'est clair, dans la prestation de Toulouse et on voit qu'il y a un monde d'écart en fait. Je trouve qu'avec le temps, on s'aperçoit que Toulouse, Bordeaux, c'est vraiment les équipes en pleine forme là sur ces dernières années et que Clermont, c'est dur à accepter, mais on peut peut-être se poser des questions et se dire qu'on est peut-être une équipe de milieu de tableau, même si d'un point de vue comptable, on reste bien. Faut pas non plus tirer trop le signal d'alarme, mais on peut se poser beaucoup de questions. Ouais, moi je te trouve un petit peu dur quand même avec ton équipe. Je trouve qu'elle avait retrouvé des couleurs. C'est pas de prendre 48 points à Toulouse, c'est pas non plus la fin du monde, on va dire. C'est pas un match qu'ils avaient ciblé. T'es d'accord ? Alors, je suis d'accord sur le fait que oui, c'était pas un match qui était ciblé, mais parce que voilà, on sait très bien là, justement ce fameux écart. Mais après, en fait, ce que je trouve qui est donc plus difficile à écouter, c'est déjà les discours de l'entraîneur tous les week-ends qui dit on a bien progressé aux entraînements et puis chaque week-end quand on va à l'extérieur on prend 40 points, que ça soit à Perpignan, on a pris 30 au Racing. En fait, c'est pour ça que je suis un peu dur ce soir, c'est que alors oui, je sais qu'à Toulouse je m'attendais pas à un miracle, mais je m'attendais quand même à une prestation et je trouve il y a certaines valeurs que je trouve avec le temps on perd un peu, je trouve, à Clermont, ou du moins qui font poser des questions. Voilà, Clermont qui est à 4 points quand même du 3e La Rochelle, et qui moi je te trouve un petit peu dur, mais c'est normal, il faut être exigeant, et Clermont qui recevra Vannes samedi, on le vivra bien sûr sur Sud Radio. Je te remercie Maxime d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve très vite bien sûr sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300, et tu peux comme tous les passionnés de rugby jouer sur sudradio.fr pour aller voir ton bourreau. Pour aller voir.
Antoine Dupont ou gagner son maillot. Le mot de passe du jour, c'est rugby, bien sûr, sudradio.fr pour jouer pour ce super jeu organisé par Sud Radio. Et donc, allez à la rencontre d'Antoine Dupont. Merci Maxime, merci à tous. Merci Johan. Merci messieurs. Bonne soirée. Merci Philippe. Bonne soirée. Merci François, salut les gars. On se retrouve ce week-end, bien sûr, dès vendredi pour parler de Pro D2, la 7e journée, tout comme la 7e journée du Top 14. Excellente soirée sur Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy.